Al24 News, 19h, l'heure de votre rendez-vous avec l'information. Vous connaissez la suite, le sommaire. 200 détenus palestiniens libérés aujourd'hui des geôles sionistes en vertu de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et l'entité sioniste. À Gaza comme à Ramallah, leur libération a été célébrée. Toujours en marge de l'accord de cessez-le-feu, 4 soldats sionistes ont été libérés aujourd'hui, remis par le Hamas au Comité international de la Croix-Rouge, en attendant un 5e captif prévu samedi prochain. Autre nouvelle du jour, le Parlement arabe a vivement condamné la déclaration du Parlement européen concernant l'Algérie, la considérant comme une ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires intérieures du pays. Et ce nouveau carnage au Soudan, où plus de 70 personnes ont été tuées dans une attaque contre un hôpital dans la ville d'El Fasher, capitale de l'État du Darfour Nord, dans l'ouest du pays. À l'origine de cette tuerie, un drone des forces de soutien rapide. Toujours en Afrique, situation tout aussi critique qu'en République démocratique du Congo. 3 soldats sud-africains et 3 soldats malawites ont trouvé la mort lors d'échanges de tirs avec le M23. L'Union africaine a appelé à la cessation des hostilités. Accord de cessez-le-feu qui s'échelonne dans le temps, pour l'instant en tout cas. En effet, l'entité sioniste annonce la libération d'un second groupe de 200 détenus palestiniens avec l'aval de l'administration coloniale et dans le cadre de l'accord du 15 janvier dernier, des détenus palestiniens qui ont été écroués en Cisjordanie, dans la prison d'Ofer et de Gdiziot, soit au sud des territoires occupés. Justement, retour sur la libération du second groupe de détenus palestiniens avec Amlem Zianzitouni. Des foules de Palestiniens, y compris des membres des familles des prisonniers libérés, se sont rassemblés pour les acclamer alors qu'ils débarquaient des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge qui les transportaient depuis la prison militaire sioniste d'Ofer jusqu'à l'hôpital européen de Khan Younes. Parmi ces prisonniers palestiniens libérés figurent des militants condamnés à vie aux prisons sionistes. Aujourd'hui, ils ne réalisent pas qu'ils sont libérés. Nous remercions la résistance palestinienne, en particulier les brigades Al-Qassam et les brigades Al-Quds. Et nous remercions tous les combattants de la résistance palestinienne, en particulier les brigades Asdin Al-Qassam qui ont libéré nos prisonniers. Aucun prisonnier des brigades Asdin Al-Qassam n'a rêvé d'être libre un jour. Et c'est le plus grand accord de l'histoire de la nation palestinienne que le monde ait pu voir. C'est par la grâce de Dieu et des brigades Al-Qassam. Des scènes de jubilation envahissent les rues de Gaza. À Khan Younes, les proches des prisonniers acclament et célèbrent ce moment inoubliable. C'est un sentiment de joie et de fierté en ce jour de victoire. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé ce jour après une longue attente qui a duré des années. Un sentiment de dignité, de joie, un sentiment de victoire malgré la douleur. Un moment où tu aurais pu être un martyr, mais Dieu soit loué qui nous a permis de le voir. Dieu soit loué de nous avoir gardés sur cette terre. Dieu soit loué, nous avons atteint le moment de le voir libre dans des circonstances difficiles. Malgré la destruction, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la famine et malgré le génocide que nous avons vécu.
Le service pénitentiaire sioniste déclare que les 200 prisonniers avaient été libérés après que le mouvement de résistance palestinienne Hamas a libéré samedi 4 femmes soldats sionistes captives. L'échange de samedi est le deuxième depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier et la remise par le Hamas de 3 civils sionistes en échange de 90 prisonniers palestiniens. La résistance palestinienne du Hamas remet de son côté 4 captives sionistes. La Croix-Rouge a joué le rôle de médiateur. Il s'agit, on le rappelle, d'un second échange de personnes. L'opération filmée, retransmise en direct sur Internet. Comme vous allez le constater, des femmes captives qui ont l'air bien portantes et plutôt souriantes. En Cisjordanie occupée, population en liesse pour le retour des prisonniers palestiniens libérés à Ramallah, accompagnés par 3 bus en provenance du centre de détention sioniste d'Ofer. Une foule, comme vous le voyez en image, en guise de comité d'accueil, avec des drapeaux palestiniens et des cris de joie. Des liesses en dépit d'une population dont les besoins d'urgence sont importants. Justement, les convois humanitaires en provenance d'Égypte ou de Jordanie, avec l'association humanitaire caritative algérienne Al-Baraka, qui accomplit son travail et sa mission humanitaire, faisant le soulagement des habitants sur place. Il y avait beaucoup de denrées alimentaires qui ne pouvaient pas entrer. Mais maintenant, après la réouverture des points de passage, la situation s'est améliorée. Nous pouvons désormais acheter des produits de première nécessité pour les enfants qui n'étaient pas disponibles auparavant. Désormais, une personne peut acheter des produits de première nécessité pour ses enfants. Les prix ont également baissé. La situation s'est améliorée et nous espérons que cette situation perdurera et que nous pourrons retourner chez nous dans le nord de Gaza. Un cessez-le-feu, comme vous le voyez, de bon augure, après plus d'1 an de massacre, même si l'accord en question est au conditionnel, d'après le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, et pour cause, l'entité sioniste impose à l'agence onusienne, agence pour les réfugiés, elle lui impose de quitter Al-Quds au plus tard le 30 de ce mois. On suivra l'affaire avec grande attention. D'ici là, comptez sur nous. Gaza, l'heure est à la reconstruction, mais on en est loin car il s'agit auparavant de déblayer les 40 millions de tonnes de gravats après plus de 15 mois de bombardements féroces de l'entité sioniste, si féroce qui a permis surtout d'effacer plus de 60 ans de développement au sein de la zone selon l'ONU. En termes d'échelle de destruction, nous ne parlons pas seulement des infrastructures. Probablement entre 65 et 70% des bâtiments de Gaza ont été entièrement détruits ou endommagés. Mais nous parlons aussi d'une économie qui a été détruite.
Nous estimons que près de 60 ans de développement ont été perdus dans ce conflit en 15 mois. Il faut s'imaginer que 2 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza ont perdu non seulement leur foyer, mais aussi leurs infrastructures publiques, leur système de traitement des eaux usées, leur système d'approvisionnement en eau potable et leurs services publics de gestion des déchets. Toutes ces infrastructures et services fondamentaux n'existent tout simplement plus. Beaucoup de Palestiniens libérés des geôles sont rentrés chez eux avec des familles impatientes après des mois, voire des années de désarroi, à l'exemple de cette famille au nord de Gaza, Souila Kilal. Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, le calvaire des Palestiniens ne semble pas terminé pour autant. Le retour vers le centre et le nord de l'enclave s'annonce difficile pour certains, car malgré son retrait, l'entité sioniste continue de bloquer certains passages, empêchant ainsi les Gazaouis de retourner sur leurs terres. Nous avons peur que la guerre ne reprenne ou que la trêve soit violée. Nous espérons que la trêve ne reprendra fin qu'une fois que nous serons de retour chez nous dans le centre de Gaza. Nous voulons voir enfin notre terre. C'est pourquoi nous sommes très impatients et sommes venus ici très tôt le matin. J'attends. Je reste jusqu'au matin, jusqu'à ce qu'ils ouvrent la route et que je revienne. Pourquoi nous traitent-ils ainsi? Les otages, ils les ont pris. Que leur reste-t-il? Ouvrir la voie pour que nous puissions revenir, ça suffit. Ce samedi, des centaines de Palestiniens étaient donc toujours bloqués à l'entrée d'une zone tampon bordant les territoires occupés, où habituellement les Palestiniens sont interdits de circulation. Mais en vertu de l'accord de cessez-le-feu, les Gazaouis étaient normalement autorisés à franchir le passage pour retourner dans le nord pendant la deuxième semaine de la première étape de l'accord en vigueur. Lorsque nous avons appris que la guerre avait cessé et que les gens pouvaient retourner chez eux, nous avons désespérément voulu y retourner. Notre maison a été détruite, mais nous nous contentons de vivre parmi les décombres. Nous lançons un appel à l'aide. Les gens souffrent, ils attendent, sans nourriture, sans boisson, sans rien. Ils attendent tous de pouvoir retourner à Gaza. Tout le monde veut rentrer chez lui. Tout le monde attend dehors. Ce samedi a eu lieu la deuxième phase de libération des prisonniers. Le mouvement de résistance palestinien a remis aux mains du CICR 4 captives au lieu de 5 à cause, je cite, d'un problème technique. Le Hamas a d'ailleurs informé les médiateurs que la jeune femme était en vie et qu'elle serait libérée samedi prochain, 1er février. De son côté, le Premier ministre sioniste a déclaré que les Palestiniens ne seront donc pas autorisés à traverser vers la partie nord du territoire tant que le problème ne sera pas résolu. Les Gazaouis doivent encore prendre leur mal en patience pour espérer regagner le nord de l'enclave. Le cessez-le-feu est une chose, mais n'oublions pas que la colonisation perdure, c'est-à-dire le bafouement du droit international, à l'instar de la Cisjordanie occupée où l'armée sioniste et les colons déchaînent leur violence, notamment à Jenin, et ce depuis 5 jours consécutifs. Bilan, 15 Palestiniens tués dans la journée et plusieurs maisons détruites. Cisjordanie occupée, attaque et surtout arrestation aveugle, notamment de Palestiniens qui s'opposent à l'expropriation des terres afin de ménager du territoire et des routes exclusivement réservées aux colons. 2 Palestiniens ont été arrêtés dans la journée. Ils étaient des centaines à manifester cet après-midi à Paris en soutien à la cause palestinienne. Lors du cortège, les manifestants, à travers des slogans, saluaient la lutte du peuple palestinien, brandissant des pancartes et des banderoles, demandant l'arrêt définitif du génocide sioniste et la libération de la Palestine, tout en réclamant au gouvernement français d'agir davantage pour arrêter l'effusion de sang au sein des territoires palestiniens occupés. تحيا فلسطين وتحيا فلسطين
Après la Palestine occupée, on se déplace rapidement au Yémen. La libération des prisonniers apporte un espoir de paix. Les Houthis libèrent 153 détenus de guerre, résultat d'un accord entre le gouvernement yéménite et les Houthis datant de mars dernier. Nous, le Comité international de la Croix-Rouge, sommes ici à la demande du Comité national des prisonniers pour faciliter la libération de 153 détenus. Nous avons mené des entretiens privés avec eux pour vérifier leur identité, s'assurer qu'ils sont en contact avec leur famille et qu'ils sont prêts à voyager par voie terrestre pour rentrer chez eux. Une vaste initiative visant à gracier et à libérer 153 prisonniers de l'autre camp, capturés sur plusieurs fronts de bataille et dans plusieurs gouvernorats. Il s'agit d'une initiative unilatérale d'un seul camp. Je suis très heureux d'être libéré de prison. J'y ai passé 6 ans et je remercie tous ceux qui ont contribué à notre libération. Je remercie également la Croix-Rouge pour sa coopération et sa réponse à notre égard. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu, cette fois au Liban, et de détruire des villages au sud du pays. 1500 violations sionistes ont déjà été enregistrées. La partie sioniste refuse de se retirer, de retirer son armée, comme le stipule l'accord en question. Voilà qui clôt notre chapitre concernant la zone du Masharaq. Pour ouvrir la page de l'Afrique, c'est tout de suite. Page africaine qu'on entame avec une condamnation émanant du Caire et plus exactement du Parlement arabe, faisant suite aux déclarations du Parlement européen sur la justice algérienne, la considérant comme une ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires intérieures du pays. Dans un communiqué de presse, le Parlement arabe a appelé le Parlement européen à respecter les décisions de la justice algérienne et à cesser immédiatement de tels agissements qui constituent une violation flagrante de tous les instruments internationaux. Le Parlement arabe a souligné aussi que les députés du Parlement européen sont restés inactifs et les yeux fermés alors que les droits de l'homme étaient violés en Palestine et que le peuple palestinien subissait un génocide aux yeux du monde entier, affirmant qu'il n'appartient pas au Parlement européen de donner aujourd'hui des leçons à l'Algérie ou aux pays arabes en matière d'application de la loi et de protection des libertés. Un mot de diplomatie en bref, c'est en qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune que le ministre de la Santé Abdelhak Seyhi a été reçu à Port-Louis par le Premier ministre de la République de Maurice, Navin Chandra Ramgoolam. C'était aujourd'hui. Ramgoolam a exprimé son souhait de visiter l'Algérie dans un avenir proche et de rencontrer le président de la République lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba le 15 février prochain. Tout autre sujet à présent, Mohamed Sidi Omar, le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, il accuse le Marzen de pratiquer un terrorisme d'État au Sahara occidental occupé depuis 1975, soulignant que les terroristes marocains ont rejoint en grand nombre des groupes terroristes transnationaux. Le Marzen a aussi été accablé à maintes reprises par les rapports d'organisations internationales de défense des droits de l'homme et aussi d'associations de solidarité avec le peuple sahraoui, confirmant le soutien de Rabat au terrorisme et aux groupes terroristes transnationaux qui dépendent du cannabis marocain et d'autres drogues comme principe de ressources, de financement de leur opération terroriste à travers le monde.
Sahara occidental ou le tourisme comme arme d'occupation et plus exactement à Dakhla, territoire occupé de la République sahraoui. C'est en tout cas la conclusion parue dans le journal espagnol El Público où l'on décrit les méthodes du Marzen marocain en utilisant le tourisme mais dont le but serait la mainmise sur le Sahara occidental tout en cachant de manière délibérée une répression féroce infligée aux Sahraouis. L'article a été rédigé par le journaliste José Carmona, qui dresse un tableau sombre de la ville de Dakhla, située dans la zone occupée du Sahara occidental, où des stations balnéaires sous des relents de villégiature drapent la triste réalité de la répression. Soudan, plus de 70 personnes ont été tuées dans une attaque contre un hôpital dans la ville d'Al-Fasher, capitale de l'État du Darfour Nord, dans l'ouest du Soudan, ont rapporté dans la journée les médias du pays. Le gouverneur de la région du Darfour a annoncé sur les réseaux sociaux qu'un drone des forces de soutien rapide avait ciblé l'hôpital saoudien, le service des accidents, la seule section épargnée jusqu'à là par les attaques. Pour sa part, le comité de la résistance d'Al-Fasher a affirmé que les bombardements avaient conduit à la destruction complète du service de traumatologie de l'hôpital et à sa mise hors service. On demeure au Soudan, où les troupes soudanaises ont annoncé être venues à bout des paramilitaires des forces de soutien rapide qui faisaient le siège de son QG à Khartoum, ainsi qu'une base à Bahri. Dans un communiqué, l'armée a précisé que ces troupes à Bahri, qui se trouvent dans la région nord, et Omdurman, de l'autre côté du Nil, avaient fusionné avec ses forces postée au quartier général. Elle a ajouté avoir chassé les paramilitaires des forces de soutien rapide de la raffinerie de pétrole de Djaili, au nord de la capitale, la plus grande du pays. Les paramilitaires des forces de soutien rapide, de leur côté, ont toutefois démenti cette avancée de l'armée al-Bahri, accusant les militaires de répandre des rumeurs. RDC, 3 soldats sud-africains ont été tués, 18 autres ainsi que 3 militaires malawites blessés lors d'affrontements avec le groupe armé antigouvernemental le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. D'intenses combats font rage entre le M23 soutenu par le Rwanda en soutien à Kinshasa. L'Afrique du Sud a déployé 2900 soldats fin 2023 dans le cadre d'une force régionale. Dossier RDC encore, l'Angola appelle à reprendre les pourparlers de paix entre le M23 et l'armée congolaise. Après l'échec d'une médiation entre la RDC et le Rwanda, le groupe armé antigouvernemental M23 a repris du terrain ces dernières semaines et les combats contre l'armée congolaise se sont intensifiés autour de Goma, capitale régionale du Nord Kivu. Alors que d'intenses affrontements ont éclaté vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'ONU en appelle au cessez-le-feu. Has intensified its support to the Congolese armed forces to counter the advances. The mission reports that heavy clashes are ongoing for the control of Sake. The situation in the country's east remains deeply worrying. La situation dans l'est du pays reste profondément préoccupante. Nos collègues de maintien de la paix, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, ont intensifié leur soutien aux forces armées congolaises pour contrer les avancées du groupe armé du mouvement du 23 mars au Nord Kivu et dans sa capitale, Goma. La mission rapporte que de violents affrontements sont en cours pour le contrôle de Sake. La MONUSCO mène des patrouilles conjointes de jour et de nuit avec les forces armées congolaises et a également soutenu le déploiement des forces congolaises pour réduire la menace sur les populations civiles. Malheureusement, au cours de ces affrontements, 9 casques bleus de l'ONU ont été blessés. Ils reçoivent actuellement des soins médicaux. Depuis mercredi 22 janvier, les forces de réaction rapide de la MONUSCO soutiennent également directement les forces armées congolaises. Of the Democratic Republic of the Congo.
page consacrée à l'invité du jour. On va évoquer à présent le trait d'union drapé au creux de l'histoire, le trait d'union entre l'Algérie, le Maghreb en général et la Palestine, avec le quartier des Maghrébins d'Al-Quds, fondé au XIIe siècle par Salah ad-Din pendant 8 siècles. Il accueillera des pèlerins musulmans venus d'Afrique du Nord et notamment d'Algérie. Une grande figure d'ailleurs illustrera à lui seul les lieux, Cheikh Sidi Boumediene ou encore le Cheikh Ahmed Ben Yelles. Ce quartier aujourd'hui n'est plus, détruit par l'armée sioniste en 1967. Cet événement passé sous silence et pour la première fois, Vincent Lemire, l'historien, a retracé les étapes de cette destruction dans un livre édité par la maison Al-Barzakh qui s'intitule « Au pied du mur ». Ça tombe bien, Vincent Lemire est avec nous et il va nous en parler. Vincent Lemire, auteur du passionnant ouvrage Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin d'Al-Quds, 1187-1967. Tout d'abord, bonsoir Vincent Lemire. Bonsoir. Alors vous êtes un passionné de la ville d'Al-Quds, vous y avez consacré de nombreux ouvrages. Celui-ci débute par une journée enneigée du 14 février 2004 à Al-Quds, où un tremblement de terre, c'est récurrent dans la région, provoque un glissement de terrain non loin de l'esplanade des mosquées qui laisse apparaître des vestiges sous-jacents, des vestiges qui réactivent une histoire très peu racontée, le quartier maghrébin. Et c'est le début du voyage à travers l'histoire que vous nous proposez, résultat d'une longue enquête avec des archives, pas toujours faciles à trouver d'ailleurs. Quel était donc ce quartier maghrébin, Vincent Lemire ? Oui, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une histoire qui n'est pas très connue. Et moi-même, qui travaille à Jérusalem depuis la fin des années 1990, j'en avais entendu parler, mais de façon assez imprécise. Et je crois que c'est pareil, par exemple, pour le public algérien, pour peut-être les Algériens les plus âgés, c'est une histoire qu'ils connaissent, dont ils ont peut-être quelques échos, mais qui n'est pas documentée. Et moi, c'est un soir, je dînais en fait chez une amie qui s'appelle Haïfa Khalidi, de la grande famille palestinienne des Khalidi, dont la maison borde immédiatement l'actuelle esplanade du mur occidental. Et elle avait 19 ans en 1967, et elle m'a raconté en fait sa soirée du 10 au 11 juin 1967 quand ce quartier a été détruit. Et c'est ça qui m'a, si vous voulez, qui m'a donné l'impulsion. Je me suis dit, si moi qui travaille sur l'histoire de Jérusalem depuis 20 ans, j'ignore presque tout de l'histoire de ce quartier maghrébin, il faut absolument aller à sa recherche, aller à la recherche des archives. Ça m'a pris 6 ans, mais voilà, on est aujourd'hui récompensé parce que le livre, effectivement, il est sorti en France en 2022. Il a été effectivement republié en Algérie tout récemment, en 2024, vous l'avez dit, aux éditions Barzakh. Il a été également d'ailleurs republié à Casablanca, aussi au Maroc, pour vous dire que c'est tout le Maghreb qui est intéressé par cette histoire. Et puis il a été traduit également en anglais, cet ouvrage, aux presses de l'université de Stanford aux États-Unis. Donc vous voyez, il y a vraiment une très large diffusion. Et puis, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu la traduction en arabe de ce livre parce qu'il a été publié, traduit par le IPS, Institute of Palestine Studies, l'Institut d'études palestiniennes de Beyrouth, qui, malgré la situation très difficile au Liban actuellement, ont réussi depuis 1 an à traduire ce livre en arabe. Et pour finir, ce livre est également en cours de traduction en hébreu. Il va être publié en hébreu. Donc vous voyez, tout ça nous montre déjà ces 5 éditions, bientôt 6, 7 éditions, nous montre que c'est vraiment une histoire d'un petit quartier au cœur de la vieille ville de Jérusalem, mais qui était une histoire complètement oblitérée, complètement oubliée, et pas seulement en Algérie, dans le monde entier en fait. Alors, votre livre, Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin 1187-1967,
où il est question, notamment dans cette zone, dans ce fameux quartier, on rencontre beaucoup de awqaf ou de waqf en singulier. Alors le waqf, c'est quoi? Rapidement, c'est une sorte de fondation pieuse destinée à devenir un bien public et qui constitue avec les zawaya les relais de la solidarité publique. Il y en a plusieurs entourant Al-Quds qui se sont agrégés durant 8 siècles, c'est-à-dire 8 siècles sans discontinuité jusqu'en 1967, Vincent Lemire. Oui, exactement. Là, vous revenez en fait aux origines de ce quartier, et les origines de ce quartier sont extrêmement prestigieuses, puisque ce n'est autre que Saladin, Salah ad-Din et son fils Al-Afdal Ali, qui, juste après la reconquête de Jérusalem sur les croisés en 1187, ont décidé d'allouer cette parcelle de la vieille ville de Jérusalem, située au sud de la vieille ville de Jérusalem, pour les combattants maghrébins de la reconquête, c'est-à-dire les combattants qui avaient combattu auprès de Saladin pour reprendre Jérusalem et qui étaient originaires du Maghreb. Et donc ce quartier leur est donné. On donne également des terres pour entretenir les awiyas, les œuvres de bienfaisance. Et quelle est la vocation de ce quartier? Eh ben, c'est d'accueillir, de loger, de nourrir et de soigner les pèlerins musulmans originaires du Maghreb qui font étape à Jérusalem sur la route, souvent sur la route de la Mecque, soit à l'aller, soit au retour. Hein, on est à la fin du XIIe siècle après de notre ère, donc il faut bien voir que le pèlerinage se fait pas évidemment en avion comme aujourd'hui. Hein, c'est un long périple de plusieurs mois. C'est dangereux, c'est fatigant, notamment pour les personnes âgées. Des femmes qui peuvent être enceintes, etc. Et les pauvres. Donc, les Maghrébins et les pauvres, voilà, ceux qui viennent, les Maghrébins sont finalement ceux qui viennent de très loin, le plus loin, et donc ils ont besoin de ce quartier particulier. Et ce qui est extraordinaire, vous l'avez dit, c'est que ce quartier, il est fondé par Saladin à la fin du XIIe siècle, et il va fonctionner jusqu'en 1967. Ça a été moi ma grande surprise. C'est-à-dire que dans les archives, dans les années 1950, je vois que la plupart des habitants du quartier ont encore des liens très forts avec leur famille, restée en Tunisie, en Algérie ou au Maroc ou en Libye d'ailleurs, parce qu'il y avait encore des Maghrébins dans les années 1950 qui allaient en fait vers les lieux saints, faire le pèlerinage, faire le Hajj, et parfois des veufs ou parfois des gens trop pauvres ou malades se disaient finalement je préfère rester à Jérusalem plutôt que de rentrer. Voilà, ils étaient évidemment près d'un lieu saint extraordinaire. Et donc, ce quartier, il a rempli sa vocation pendant 780 ans exactement, jusqu'à la guerre des 6 jours et jusqu'à sa destruction par l'armée israélienne. Alors, vous le dites bien dans le livre, hein, c'est un vrai quartier maghrébin avec un arabe parlé du Maghreb, des zawaya qui enseignent notamment le rite malikite, qui est l'école juridique prépondérante au Maghreb. En 1206, par exemple, le grand cheikh Ibn Arabi dira que les Maghrébins jouissent d'une excellente renommée parce qu'ils ont accompli des merveilles au sein de la ville d'Al-Quds. Parlez-nous justement de cette trace indélébile des Maghrébins dans ces lieux. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que même encore aujourd'hui, en 2025, il y a dans la vieille ville de Jérusalem ou dans les camps de réfugiés à proximité, à Chouafat ou parfois à Jéricho, vous rencontrez des Palestiniens qui se disent Palestiniens mais qui s'appellent Al-Maghrebi ou Al-Jazairi et qui revendiquent vraiment cette identité maghrébine très forte. Et puis quand vous parlez avec des anciens habitants de Jérusalem, des hommes ou des femmes qui ont connu cette époque-là, parce que c'est il n'y a pas si longtemps, hein, c'est jamais qu'il y a une petite soixantaine d'années, ils vous disent oui, ce quartier, c'était vraiment un quartier maghrébin, les gens parlaient un arabe particulier, la nourriture n'était pas exactement la même qu'ailleurs, on s'habillait pas de la même manière, donc vous voyez, c'était pas seulement le nom d'un quartier qui serait resté à travers les âges, c'était une identité très forte. C'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup d'intellectuels, notamment de juristes malékites qui venaient à Jérusalem faire des études ou enseigner. Et donc, il y avait dans ce quartier également des lieux d'enseignement, des madrasas. Et puis, et c'est vrai que cette communauté maghrébine, elle avait une excellente réputation dans la ville. On le voit, vous avez cité cet exemple, mais il y en a d'autres. Par exemple,
un certain François-René de Chateaubriand, le célèbre Chateaubriand qui fait son voyage à Jérusalem au début du 19e siècle, eh bien, il décrit la communauté maghrébine de Jérusalem en disant ceci. Il dit que les Maghrébins sont en particulier chargés de lever les taxes, d'être les douaniers à l'entrée de la ville de Jérusalem. Et une autre de leurs professions privilégiées, c'est qu'ils sont courriers, c'est-à-dire c'est eux qui transportent les plis confidentiels entre les grandes familles de Jérusalem. Vous voyez bien. C'est un gage de confiance. C'est exactement un gage de confiance. C'est-à-dire que c'est justement parce que ce sont des gens de confiance et que en même temps ils sont pas, on va dire, ils sont maghrébins, donc ils sont une communauté bien identifiée, qu'ils peuvent jouer comme ça ce rôle un peu peut-être de régulateur dans la vieille ville de Jérusalem. C'était vraiment une communauté extrêmement bien identifiée. Alors, des grandes figures, justement, maghrébines, comme Ibn Battuta, par exemple, le grand voyageur et géographe musulman, est passé par ces lieux en 1325, Ibn Khaldoun en 1400. Les femmes aussi font partie des plus importants donateurs, comme Hadja Ibn Safiya bint Abdallah, et comment ne pas évoquer la figure de Sidi Boumediene et son waqf, qui est né en Andalousie, mais qui est enterré à Tlemcen, qui a fait un passage également à Béjaïa. Parlez-nous de cette grande figure de Sidi Boumediene. Oui, c'est une figure très très importante, à tel point que moi, quand j'ai recherché des documents dans les archives sur le quartier maghrébin de Jérusalem, en fait, je me rendais compte auprès des archivistes du Waqf, par exemple, que ce quartier il était connu sous le nom du Waqf Abou Medienne. Alors voilà, localement on disait Abou Medienne, mais c'est évidemment de la même personne dont on parle. Et d'ailleurs, dans la mosquée située à l'ouest, immédiatement à l'ouest du quartier, qui est d'ailleurs le seul bâtiment qui n'a pas été détruit en 1967 parce qu'il se trouve un peu sur une petite butte, on va dire, du côté ouest du quartier. Et vous voyez là sur l'image que l'on voit, imaginons que c'est à la main gauche, on voit bien cette butte. Voilà, là à peu près sur cette butte là, on voit des escaliers. Vous voyez à gauche là, à gauche de l'image, il y a quelques familles encore qui vivent là, des familles d'origine tunisienne, algérienne ou marocaine. Et dans de cette mosquée d'ailleurs, on vous explique qu'il y a l'un des bras de Sidi Boumediene qu'il aurait perdu dans une bataille, dans une bataille, voilà, voilà exactement à la bataille de Hattin. Donc c'est une figure extrêmement importante. Et ce qui est important de dire, c'est que Sidi Boumediene, il a apporté au Waqf des Maghrébins de Jérusalem des terres fondamentales, essentielles pour la survie de ce Waqf, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui sont les terres du village de Ain Karem, à l'ouest de Jérusalem. Et c'est au moment en fait où le Waqf fondé par Saladin à la fin du XIIe siècle, au moment où s'agrègent à ce Waqf les terres données par Sidi Boumediene et par ses descendants, notamment les terres de Ain Karem, que voilà, il devient assez solide et assez robuste pour résister au temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, bon, on le sait, évidemment, vous le savez mieux que personne, et les spectateurs qui nous regardent, le premier président de l'Algérie indépendante, Ouari Boumediene, on sait bien que c'était un nom qu'il s'était choisi dans la tradition, et donc c'est incroyable de voir cette figure née en Andalousie, qui a combattu au Proche-Orient, qui a vécu à Jérusalem, qui a bénéficié au quartier maghrébin de Jérusalem, qui est enterré à Tlemcen et qui a donné son nom au premier président de la République algérienne. C'était un beau résumé en fait de cette histoire. Un beau trait d'union. Alors pourquoi cette histoire du quartier maghrébin est très peu racontée? La plupart des gens aujourd'hui ignorent que ce quartier, par exemple, a été rasé en 1967 par l'entité sioniste. Et même auprès des Palestiniens, ce lieu n'a pas sa place dans l'historiographie palestinienne, comme par exemple la Nakba de 1948 ou le massacre de Dar Yassin. Comment vous l'expliquez? Ben, vous avez raison, c'est quelque chose de très surprenant, qui m'a étonné, et je vais vous dire, c'est encore plus étonnant quand on sait que
un certain Yasser Arafat a grandi dans le quartier maghrébin de Jérusalem. Le seul endroit où Yasser Arafat a vécu en Palestine avant qu'il revienne à Gaza en 1994, c'est le quartier maghrébin de Jérusalem. Pourquoi? Parce que il y avait des grandes maisons. Alors, il n'était pas dans le cœur du quartier, il était en bordure immédiate. Il y avait des grandes maisons mamelouks qui appartenaient à la famille Abou Saoud, qui était la famille de sa mère. Et quand la mère de Yasser Arafat est morte, son père en fait l'a confiée à sa tante qui habitait à Jérusalem, dans la maison Abou Saoud. Et donc, Yasser Arafat a grandi devant le quartier maghrébin de Jérusalem au début des années 1930. Donc, ça ajoute encore au mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est évident que, si vous voulez, du côté israélien, il n'y a pas de volonté de commémorer, de se souvenir de cette destruction. Ça, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Ils ont tenté de dissimuler. Voilà, et c'est tout à fait logique, et si vous voulez, c'est assez symptomatique d'autres situations. Vous avez parlé de Deir Yassin ou d'autres situations comme ça. Mais du côté palestinien, c'est plus étonnant. Bien, voilà, il faut se dire que ces habitants, ils étaient dans une situation assez particulière à la fin de l'histoire du quartier, au moment de l'histoire jordanienne. Ces habitants, ils étaient protégés par la puissance coloniale, par la France en fait, qui, se considérant comme souveraine dans ses colonies au Maghreb, se considérait comme souveraine vis-à-vis des habitants du quartier maghrébin de Jérusalem. Aujourd'hui, ça peut nous faire sourire ou nous choquer, mais voilà, à l'époque, la France s'était arrogé ce droit. Et donc, allant jusqu'au bout de l'histoire, la France donc protège les Maghrébins de Jérusalem, les Maghrébins du quartier maghrébin, dans les années 1950. Et arrive 1962, l'indépendance de l'Algérie, mais aussi les indépendances en Tunisie et au Maroc. Et donc, ces habitants, d'une certaine manière, ils ont été protégés par la puissance coloniale. Par exemple, j'ai trouvé dans les archives des choses incroyables, des tracts du FLN, qui disent aux habitants du quartier maghrébin de Jérusalem, n'acceptez pas l'argent de la puissance coloniale. Donc, vous voyez, ces habitants, ils étaient dans une situation un peu pris entre deux feux. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça que la destruction de leur quartier est passée relativement inaperçue. Pas complètement inaperçue, parce que quand on regarde les archives des Nations Unies, il y a des plaintes qui sont émises juste après la destruction en juin 1967. Alors Vincent Lemire, je rappelle le titre de votre livre, Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin 1187-1967. En parcourant votre livre, je me disais comment il a fait avec la documentation sur cette ville-monde d'El-Quds qui a été à maintes reprises détruite, reconstruite, qui a vu tellement d'envahisseurs, ville qui repose sur tellement de strates archéologiques, historiques depuis plusieurs millénaires. Ça a dû être un vrai défi, Vincent Lemire. Oui, bien sûr, c'était un immense défi, et c'est un défi dans lequel je ne me serais pas lancé, on va dire, au début de ma carrière d'historien. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, en 2016, et je travaille sur l'histoire de Jérusalem depuis la fin des années 1990. Entre-temps, j'ai noué énormément de contacts. J'ai travaillé avec beaucoup d'historiens, des historiens turcs, des historiens palestiniens, des historiens jordaniens notamment, et d'autres, pour rassembler en fait une documentation qui, comme vous l'avez dit, est très hétérogène et très dispersée. Et par exemple, je dirige toujours un projet qui s'appelle Open Jérusalem. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, ils peuvent taper sur Google. S'ils tapent Open Jérusalem, ils vont arriver sur un portail qui est en fait un portail d'archives sur lequel ils vont trouver 40 000 documents que nous avons rassemblés avec une soixantaine de chercheurs et d'universitaires venant d'une quinzaine de pays, que nous avons rassemblés dans une vingtaine de pays. Voilà, pour faire l'histoire de Jérusalem. Mais c'est vrai que l'histoire du quartier maghrébin, il faut aller évidemment aux archives du Waqf, qui sont à Abu Dis, à l'est de la vieille ville de Jérusalem. Il faut aller à Amman, en Jordanie. Il faut aller à Istanbul pour les archives ottomanes. Il faut aller évidemment à Alger, à Tunis, mais aussi au Maroc. Il faut aller à Genève, dans les archives de la Croix-Rouge. Il faut aller
en France, dans les archives diplomatiques françaises, parce que je vous dis que la France les avait protégés, et j'en oublie encore énormément en fait. Ce qui est incroyable, c'est que ce tout petit quartier que les gens ont sous les yeux, parce qu'en fait, quand ils sont en train de regarder la place du mur des Lamentations actuel, en fait, c'était l'emplacement du quartier. Ce tout petit quartier dans lequel vivaient quand même 1 millier d'habitants, eh bien en fait, il était relié à énormément d'intérêts et de préoccupations à travers le monde. Alors, ce quartier maghrébin qui a été détruit, on l'a dit, mais demeure un stigmate persistant, un souvenir enfoui, dites-vous. En psychologie, on dirait ça, on appellerait ça plutôt un déni ou un non-dit, mais un déni n'est jamais enfoui éternellement. Est-ce que, c'est ma dernière question, est-ce que le quartier maghrébin fait partie définitivement de l'histoire ou est-ce que on peut voir en quelque sorte une espèce de résurgence? On va dire ça comme ça. Oui, vous avez entièrement raison. Le terme résurgence, je pense qu'il est approprié. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a la génération suivante des anciens habitants du quartier, ceux qui n'ont pas vécu l'expulsion et la destruction du quartier, mais qui sont immédiatement les enfants de ceux qui ont vécu ça. Et je vous dis, ils s'appellent Al-Tounsi, Al-Jazairi, Al-Marakchi, Al-Maghribi. Enfin, ils ont des noms véritablement, évidemment, maghrébins. Pour certains, d'ailleurs, ils ont aussi des passeports de certains États du Maghreb. Et ils veulent redécouvrir cette histoire. Et moi, j'ai travaillé aussi avec les associations d'anciens habitants et des anciennes familles du quartier maghrébin qui sont là. Nous avons réalisé aussi avec eux une application 3D que les téléspectateurs peuvent d'ailleurs télécharger gratuitement sur Google Play Store ou sur l'Apple Store. Cette application, elle s'appelle Jérusalem Maghrebi Quarter et elle est accessible dans plusieurs langues, y compris en arabe. Et en fait, elle va permettre aux gens de voir vraiment à quoi ressemblait le quartier. Ils vont pouvoir, y compris, se promener dans le quartier maghrébin, un peu comme Google Street View. Et cette application 3D, on l'a inaugurée au mois de juin 2023 avec une conférence de presse à Jérusalem et à Gaza d'ailleurs également. C'était ma dernière venue à Gaza, c'était au mois de juin 2023, et à Ramallah, à Birzeit, à Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest. Et ben oui, cette histoire, elle intéresse de plus en plus de monde, y compris d'ailleurs, il y a eu des articles aussi dans la presse du côté israélien. Donc oui, résurgence, c'est évident, parce que comme si 50 ans après, ce quartier qui est situé en plein cœur de la ville sainte des 3 monothéismes, cette espèce de disparition, vous l'avez dit, c'est un peu comme le nez au milieu de la figure. Et puis, vous savez, il y a aussi parfois des fouilles archéologiques qui se passent à cet endroit-là. Et le quartier maghrébin, il est immédiatement sous les pavés que l'on voit là, que vous voyez à l'image. Dès qu'il y a un bulldozer qui creuse, 30 cm sous la surface, on retrouve des machines à écrire, des fourchettes, des couverts, de l'eau de toilette, la résurgence de la mémoire, des chaussures. Et voilà, tout est immédiatement là parce que les habitants sont partis en 2 heures. Donc tout est sur place. Vous voyez, si on creusait partout, on trouverait finalement tous les objets appartenant aux anciens habitants du quartier. Donc, vous voyez, vous parlez de résurgence. Ben là, avec l'archéologie, c'est exactement ça. Les objets remontent à la surface. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas cacher le passé éternellement. Et les historiens sont là également pour participer à ce travail. Vincent Lemire, auteur Au pied du mur aux éditions Balzac, Vie et mort du quartier maghrébin, 1187-1967, en vente en librairie. Passionnant ouvrage. Merci d'avoir été des nôtres, Vincent Lemire, et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. En ce qui nous concerne, chers téléspectateurs, on se retrouve lundi, même chaîne et même horaire. D'ici là, portez-vous bien.